Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu de quelque chose, d'un sujet qui m'a été inspiré par une anecdote de la semaine, qui m'a été donc révélée par un patient. Et donc, cette anecdote, bon, c'est une histoire toute simple, hein. C'était en fin de journée, et donc, arrive un patient, je collecte comme d'habitude ce qu'on appelle les antécédents médicaux, c'est-à-dire les maladies, les traitements, et cetera, pour essayer de mieux cerner le terrain du patient. Et donc le patient en question me dit, «Ah bah oui, aussi j'ai un petit diabète, mais docteur, c'est un tout petit diabète, hein, vraiment c'est un tout petit diabète». Je laisse passer sur le moment, j'attends de revenir aux analyses de sang pour réaborder, ce sujet-là, et notamment à savoir, est-ce qu'on peut avoir un tout petit diabète? Et donc c'est là-dessus que j'aimerais, qu'on discute un peu. Ok, très bien. Alors pour commencer, comme on aime bien faire d'habitude, est-ce que tu peux, peut-être nous résumer quand même ce qu'est ce qu'on appelle diabète? Alors, le diabète, il y a en fait plusieurs maladies. On va dire que les deux principales qu'on décrit d'habitude, c'est le diabète de type 1, donc qui est un diabète par absence d'insuline. Donc c'est un diabète classiquement qu'on traite en apportant de l'insuline par injection. Ensuite, il y a quelques maladies génétiques beaucoup plus rares dont on ne va pas trop parler. Et puis il y a le diabète de type 2, qui est lui un diabète par excès d'insuline. Donc c'est un diabète où les cellules de l'organisme vont présenter une résistance à l'insuline. Donc on a de façon parallèle, heu, hypersécrétion d'insuline et résistance à l'insuline. On va peut-être en reparler dans une seconde, mais du coup, si, il y a un excès d'insuline dans ce diabète de type 2, finalement, avant on les appelait, hein, type 1 et type 2, on les appelait respectivement le diabète insulinodépendant, parce qu'il fallait rajouter de l'insuline, et le diabète non insulinodépendant, parce qu'il ne dépendait pas d'un manque d'insuline. Et du coup, ces notions de DID, diabète insulinodépendant, et DNID, diabète non insulinodépendant, qui nous sont vendues aujourd'hui comme des notions complètement dépassées, complètement fausses. Est-ce qu'elles sont si obsolètes que ça? Bah non, en fait, elles sont tout à fait justes, hein, parce que le diabète de type 1, donc le diabète insulinodépendant, typiquement, il se traite par de l'apport d'insuline, donc de l'apport exogène d'insuline qui vient compenser l'absence de production par l'organisme. Et dans ces cas-là, si on est traité par l'insuline, la personne n'est plus malade, elle peut mener une vie normale. Alors que dans le diabète de type 2, non insulinodépendant, on a un excès d'insuline et des cellules qui, à cause de cet excès, deviennent résistantes. Donc c'est un diabète si dans lequel on rajoute encore plus de l'insuline, on va en fait augmenter les perturbations. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait quand même beaucoup aujourd'hui. Alors attention, on ne vous dit pas là, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont un diabète de type 2 sous insuline, d'arrêter comme ça sauvagement une insuline. Attention, hein, on ne dit absolument pas ça. On dit simplement que l'insuline va aggraver, entretenir et majorer donc ce diabète, et que du coup c'est une fausse solution. Justement, en parlant d'insuline et de fausse solution, est-ce que peut-être pour clarifier tout ça, tu peux nous rappeler, en gros, les mécanismes du diabète, comment, se déclenche et s'entretient un diabète, ce qu'on appelle dans le jargon la physiopathologie du diabète de type 2. Alors tout d'abord, la glycémie à jeun dans l'organisme, elle est maintenue par différents mécanismes. Donc la glycémie à jeun, en fait, c'est la quantité de glucose qu'on a dans le sang et qui reste assez stable, normalement, dans l'organisme sur 24 heures. Alors elle peut augmenter un petit peu lors des repas, mais typiquement elle est censée augmenter même assez peu lors des repas parce qu'on n'est pas censé consommer des glucides de manière massive pendant les repas. Alors il y a différents mécanismes qui permettent de maintenir cette glycémie dans les valeurs normales. Typiquement, il y a le glycogène du foie et des muscles qui est consommé en fait pendant la journée et qui va pouvoir se reconstituer pendant le repas. Donc des glucides qui vont arriver vont être directement absorbés par le foie et par les muscles pour refabriquer du glycogène. Et puis il y a également le foie qui va pouvoir transformer les glucides qui vont arriver. Alors, le glucose surtout, le transformer en graisse qui vont être, elles, stockées dans le tissu graisseux ou même dans les viscères. Lorsque l'on est à jeun, l'organisme est quelque part en déficit énergétique, mais il va quand même devoir maintenir la glycémie à un équilibre. Donc dans ce cas-là, il va avoir d'autres mécanismes qui vont permettre de relâcher des glucides dans le sang. Donc il va pouvoir faire de la néoglucogénèse. Donc la néoglucogénèse, c'est la fabrication de glucose
à partir de composés divers et variés, comme les protéines et le glycérol notamment. Et puis, il va ensuite mettre en place d'autres systèmes de production d'énergie pour fournir de l'énergie aux tissus qui ne vont pas passer par le glucose. C'est le cas de la cétogénèse avec la production de corps cétoniques qui vont être, au bout d'un moment, utilisés par les différents tissus à la place du glucose pour épargner celui-ci. Il y aura également une consommation d'acides gras, notamment beaucoup par les muscles et le cœur, qui vont se diriger vers ce type de nutriments pour produire de l'énergie. Donc lorsque l'on mange beaucoup de glucides, notamment des féculents, des fruits, du sucre de table, cela va entraîner une arrivée très importante de glucose dans le sang. Et les capacités de l'organisme à pouvoir gérer cet apport et à pouvoir garder une glycémie normale sont dépassées. Donc il va y avoir des sécrétions massives d'insuline qui deviennent quasiment dans des proportions toxiques pour gérer cette quantité de glucose sanguin qui est elle-même toxique à haute dose parce que, comme on le sait, ça fait des réactions de glycation. Donc en fait, ça vient modifier certaines molécules du corps, comme des protéines ou même des acides gras membranaires. Il vient y avoir des glycations et ces réactions viennent perturber le fonctionnement normal. Donc l'organisme ne cherche surtout pas à dépasser le taux normal de glycémie. Une forte sécrétion d'insuline est également toxique pour les organes, directement par l'effet de l'insuline. Donc notamment au niveau du foie et du pancréas, qui vont accumuler de la graisse viscérale, ce qui va les rendre eux-mêmes insulino-résistants. Et puis au niveau du cerveau, qui lui utilise l'insuline également comme récepteur, et l'hyperinsulinisme va venir perturber le fonctionnement de différentes fonctions cérébrales. On peut parler des artères aussi, dont les parois vont justement avoir ces réactions de glycation, et ces réactions de glycation vont abîmer les parois des artères et les rendre plus propices à une dégénérescence et de l'athérosclérose. Et surtout, elles ont des récepteurs à l'insuline qui font l'athérome. Et donc, lorsque l'on a eu une forte sécrétion d'insuline, et qu'on a eu de la graisse viscérale qui s'est accumulée dans les organes comme le foie et le pancréas, ça va les rendre plus résistants à l'insuline. Et donc, la prochaine fois qu'il y aura une ingestion massive de glucides, la quantité d'insuline qui devra être libérée par le pancréas devra être encore plus importante pour pouvoir encaisser cet apport massif de glucides. Donc on va avoir une escalade en fait au fur et à mesure où l'on va nécessiter des doses de plus en plus massives d'insuline pour que les glucides puissent être gérés. Donc finalement, ça ressemble un peu à certains phénomènes qu'on voit dans le quotidien. Les gens savent très bien que si on prend des antalgiques pour lutter contre la douleur, notamment des morphiniques, alors même des morphiniques faibles, par exemple de la codéine, du tramadol, si on en prend régulièrement, souvent, tous les jours, ou en tout cas assez souvent, au bout d'un moment, en général, on est obligé d'augmenter les doses pour qu'il y ait encore un effet. Et puis la douleur va réapparaître, donc on augmente encore les doses, et il y a cette escalade où on fait toujours plus, jusqu'à un maximum où après ça ne marche plus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cas du fructose? Parce que le fructose en lui-même ne fait pas monter la glycémie, ni l'insuline, et pourtant, en quelques jours, il peut entraîner ces phénomènes d'insulino-résistance et de diabète. Est-ce que tu peux nous parler donc un peu du fructose, d'autant que ce fructose, il est fréquent dans notre alimentation. Il vient des fruits notamment, c'est pour ça qu'on l'appelle fructose. Il est présent en fait généralement à 50% de tous les sucres des fruits sucrés, 50% c'est du glucose, les autres 50% en général à peu près c'est du fructose, et on le retrouve du coup dans le sucre de table, qui est donc issu de la canne à sucre ou de la betterave, donc ce sucre blanc, le saccharose, qui est en fait glucose plus fructose, et on le retrouve dans le miel, on le retrouve dans les sirops de maïs, et a fortiori celui à haute teneur en fructose, on le trouve dans du sirop d'érable, dans un certain nombre de plantes dont on vantait les vertus parce que précisément elles ne faisaient pas augmenter la glycémie. Mais voilà, explique-nous en quoi c'est encore plus dangereux. Alors le fructose, lui, c'est un sucre que ne sait pas gérer la plupart de l'organisme. Le fructose, il n'est pas utilisé par les muscles, par exemple, ni par le cerveau. Le fructose ne déclenche pas de sécrétion d'insuline. En fait, seul le foie, dans l'organisme, va pouvoir prendre le fructose pour le transformer en graisse. Donc le foie, il ne peut pas tout faire en même temps. Donc quand il est occupé à dégrader de l'alcool ou à dégrader du fructose, ça le bloque pour faire d'autres choses. Et donc en général, c'est les composés les plus toxiques dont il va s'occuper en premier. Et donc, dans une alimentation riche en fructose, le foie va essayer en priorité d'éliminer ce fructose qui est toxique dans le sang. Donc ce fructose, il va le transformer en graisse, et cette graisse, il va la stocker
en priorité, en général, dans les viscères, donc au niveau du foie notamment. Et comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, le stockage de graisse viscérale au niveau du foie et du pancréas participe directement à l'insulinorésistance. Donc souvent quand on mange du fructose, on ne mange pas du fructose seul, hein, il s'accompagne de glucose. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant que le foie va être occupé à transformer le fructose en acide gras, eh ben, il va y avoir une hyperglycémie avec le glucose pendant ce temps-là qui, lui, n'est pas traité par le foie. Donc ça va aussi allonger la durée de la perturbation de la glycémie entraînée par un repas riche en glucides. Donc ce qu'on appelle le foie gras, hein, c'est aussi la stéatose hépatique. Donc cette stéatose hépatique, elle est un facteur de risque de cancer, mais elle est aussi un des éléments centraux qui aboutit à l'hyperinsulinisme. Le fameux foie gras, le foie de canard, hein, qu'on gave justement de glucides. En l'occurrence, on leur donne des céréales, hein, ce qu'on appelle du grain, pour les rendre malades, exactement par ces mécanismes-là. Et après, on s'étonne qu'en mangeant des glucides, on obtienne des résultats similaires chez l'homme. Bref. Donc du coup, le fructose entraîne d'abord une résistance à l'insuline du foie, alors même qu'il n'y a pas eu encore de sécrétion importante d'insuline, hein, si on prend que du fructose, et pour autant, ça va brancher directement derrière sur l'escalade, résistance à l'insuline, j'augmente l'insuline, je suis encore plus résistant, j'augmente l'insuline, etc., qu'on avait vu dans le cas de la consommation de glucose. Voilà, donc voilà une belle association de malfaiteurs. Et puis surtout que le glucose, alors on va dire chez quelqu'un qui avait fait une grosse séance de sport ou qui est très musclé, il va pouvoir il va pouvoir encaisser une certaine quantité de glucides parce que ses muscles vont pouvoir en absorber, mais le fructose, quoi qu'on fasse, même si on a fait du sport, ça ne change rien. Seul le foie peut s'en occuper et le transformer en graisse, quoi qu'on ait fait. Voilà, et ça renvoie sur des données de la paléoanthropologie et de la biologie de l'évolution. Et effectivement, il y a des espèces, hein, comme les singes arboricoles, qui, eux, par contre, sont tout à fait adaptés pour ce genre de métabolisme, ce qui n'est pas du tout notre cas, et ce qui explique pourquoi, comme on trouve partout aujourd'hui du fructose dans les produits ultra transformés, par exemple, notamment pour faire diminuer les taux de glucose, mais pas seulement, parce que aussi le fructose, on peut l'avoir en sirop, c'est de couleur un peu brune, donc ça permet d'être beaucoup plus facilement utilisé par un industriel, hein, c'est beaucoup plus pratique qu'un sucre qui cristallise comme le saccharose, qui est l'association glucose-fructose. Bref, du coup, on comprend mieux pourquoi il y a cette épidémie de surpoids, d'obésité abdominale, d'obésité tout court, de diabète. Alors justement, parlant de diabète, à quel moment pose-t-on le diagnostic de diabète? Actuellement, le diagnostic de diabète en médecine, il est posé quand on a une élévation de la glycémie à jeun. Donc par exemple, soit à la prise de sang le matin à jeun ou à la bandelette au bout du doigt, ou alors en mesurant la glycation de l'hémoglobine. Donc les glycations de l'hémoglobine, hein, comme on le disait, la présence de glucose dans le sang entraîne des réactions sur différentes protéines du corps, qui sont en général délétères. Et l'hémoglobine en fait partie, et c'est assez facile de mesurer en fait le pourcentage d'hémoglobine qui a subi cette réaction de glycation. Et ce pourcentage en fait représente la quantité de glucose dans le sang moyen qu'on a eu au cours des 3 derniers mois. Donc si le pourcentage d'hémoglobine glyquée est augmenté par rapport à la normale, ça veut dire que sur les 3 derniers mois, globalement, on a eu une hyperglycémie. Donc finalement, il y a deux méthodes, une méthode à jeun et une méthode de la mesure moyenne indirectement via la glycation, qui est donc l'hémoglobine glyquée. C'est ça. Et puisqu'il faut attendre que la glycémie augmente, à quel moment dans l'évolution, dans l'histoire, dans la mise en place d'un diabète, à quel moment la glycémie finit-elle par augmenter? Alors la glycémie augmente très tardivement. En fait, elle augmente quand le pancréas n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline pour faire rentrer l'excès de glucose sanguin. Donc c'est vraiment quand les systèmes sont complètement dépassés qu'on arrive à une augmentation de la glycémie. C'est le phénomène tardif. Donc ce phénomène, il peut survenir 10, 20, voire même 30 ans après le début de l'hyperinsulinisme, suivant la sévérité de la consommation de glucides et puis l'absence d'activité physique. D'ailleurs aujourd'hui, chose très grave, on voit des authentiques diabètes de type 2 qui apparaissent dès l'enfant, voire même il y a des cas qui sont décrits chez le nourrisson, de plus en plus, alors qu'avant c'était des choses qui n'existaient pas. Donc on a des régimes qui sont tellement riches en glucides et avec tellement peu d'activité physique, avec des enfants qui passent la journée devant la télé ou devant l'ordinateur, qu'on arrive à avoir maintenant des diabètes de type 2 qui étaient classiquement quelque chose qu'on voyait
la personne âgée, ou en tout cas souvent après plus de 50 ans. On le voit dès l'enfance maintenant. Et c'est dramatique parce que ces régimes alimentaires riches en glucides, c'est précisément ceux qu'un certain nombre d'autorités de santé vont recommander. On dit manger de plus en plus de produits céréaliers complets. Alors, donc on essaye maintenant de dire non, il faut que ce soit complet. Et d'ailleurs, dans toute l'hypocrisie du produit complet, il y a, outre le phénomène fibre lié au transit et aux soi-disant propriétés anticancéreuses, qui en fait ne sont pas du tout démontrées, il y a aussi le fait que, ah oui, mais on absorbe un peu moins de glucides. Alors il faudrait savoir. Donc c'est l'effet antinutriment des fibres, mais donc il faudrait savoir, c'est un produit qui est toxique à la base ou pas, les céréales. Bref, pour nous, hein, j'entends homo sapiens que nous sommes. Et donc ce qui est malheureux, c'est que les gens croient bien faire en essayant d'équilibrer le repas, parce que équilibrer, ça veut dire maintenant rajouter une quantité de glucides très importante, voire même prépondérante, hein, 55 voire 60% de la ration entre guillemets calorique totale. Donc c'est fou. Et voilà ce qu'on appelle aujourd'hui un régime équilibré. C'est un régime en fait du coup totalement déséquilibré de point de vue de notre métabolisme. Et on s'étonne que plus on continue dans ce sens-là, et plus on augmente l'incidence des diabètes, et plus ça survient tôt au cours d'une vie, dès l'enfance. C'est vraiment très très inquiétant. Alors du coup, pour conclure, est-ce que Victor, tu penses qu'on peut avoir un petit diabète, a fortiori un tout petit diabète? Bah non, c'est impossible parce qu'en fait le diabète, au sens médical du terme, utilisé aujourd'hui, en fait c'est la phase terminale de la maladie. Donc c'est quand les systèmes sont complètement dépassés. Donc on ne peut pas avoir un petit diabète. Voilà, pour le diabète de type 2 en tout cas. Voilà, bon bah merci, je crois que les choses sont très claires. On aura l'occasion, je pense, de rediscuter du diabète, parce que c'est une maladie qui, contrairement à ce qu'on pouvait penser, est une maladie qui, dans la plupart des cas, est réversible. C'est une maladie qui est d'origine donc alimentaire. Et voilà, donc du coup, on aura l'occasion d'en rediscuter, parce qu'il y a quand même de très bonnes nouvelles qui sont en fait très logiques d'un point de vue de notre métabolisme, mais qui ont aussi été étayées par des confrères. Voilà, qui ont fait, notamment dans certains pays anglo-saxons, qui ont des résultats extraordinaires en reprenant un peu de bon sens. Voilà, eh ben, merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci Victor pour ces éclairages un peu scientifiques là, sur le diabète. Merci Boris. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. J'espère que vous avez téléchargé un e-book qu'on a co-rédigé avec Victor, qui est offert, et que vous êtes déjà abonné à notre newsletter. Sinon, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça nous donne beaucoup de motivation à créer toujours plus de contenu. Et pensez à déclencher la cloche de notification afin de ne rien rater. À la semaine prochaine et prenez soin de vous. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.